Florence Delacour-Le-Petit. Nous restons un petit peu dans la collecte de fonds. La Fondation de France, donc quel profil recrute la Fondation de France en ce moment? Alors concernant le recrutement, aujourd'hui on recrute à la Fondation de France à plus de 3/4 des collaborateurs dans le secteur marchand. Alors vous me direz, ça peut être surprenant, mais en fait, je pense qu'on l'entend très bien ce matin, et nous étions en train de se faire la remarque avec Hervé Garot à côté de moi. Le secteur philanthropique est très diversifié. On le voit ce matin dans l'intervention de chacun. Il y a des associations extrêmement opérationnelles sur le terrain. Alors pour le cas ce n'est pas le cas de la Fondation de France, nous avons un rôle d'intermédiation. Nous n'avons pas d'acteurs sur le terrain, donc ce qui fait déjà un changement. Les modes de gouvernance peuvent être différents. Dans une association, vous allez avoir des assemblées générales. À la Fondation de France, on a une organisation de gouvernance de type entreprise, hein, avec un conseil d'administration, un bureau, des comités d'audit, des comités de rémunération, des comités de risque. Enfin, il y a un pléthore de comités. Nous avons le militantisme qui peut être très marqué dans certaines associations. À la Fondation de France, on parle pas c'est pas une fondation militante, c'est une fondation qui est engagée dans l'action sociale. La nuance est un peu différente parce que dans les recrutements, ça va se sentir. La place du bénévolat qui est différente. Tout à l'heure, je vous entendais, vous disiez le salarié au service du bénévole. Donc il y a des organisations qui ont des modèles un peu différents. C'est le cas à la Fondation de France. Donc tout ça faisant que les recrutements peuvent être aussi des sources de recrutement de nature différente. Et ça, c'est très important quand on veut travailler dans ce secteur. Il y a un moment, il faut prendre le temps de voir culturellement et où veut-on mettre les pieds, parce que sinon on se trompe d'adresse. Et donc, à la Fondation de France, quand nous avons des candidats qui arrivent extrêmement militants, on sait qu'ils ne vont pas être très 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 heureux parce que ils vont vouloir aller très très loin dans l'engagement militant, ce qui n'est pas le cas de notre maison. Nous, pour ça que je mets cette nuance en disant qu'on est plutôt dans un engagement autour du projet de l'intérêt général plus que dans un militantisme. Donc 3/4 des collaborateurs viennent du secteur privé, beaucoup du secteur des services, autant banque, assurance, conseil. Certains viennent même des secteurs qui n'ont rien à voir, de type industrie. Moi, j'ai dans mes équipes des gens qui viennent de la pharmacie. Donc on a vraiment une forte diversité. Ce qui est important, c'est que le niveau de diplômés est élevé. Plus de 60% de l'effectif est Bac plus 5 et plus. Donc ce qui n'est pas du tout neutre. Alors on a une population à plus de 60% cadres dans l'entreprise, avec aussi un nombre important de managers. Nous avons un recrutement. Alors ce qui est important, c'est qu'à la Fondation de France, il y a peu de... Nous avons peu de turnover, moins de 5% et d'autres 3-4% en moyenne, et encore du turnover quasi naturel qui est celui des départs en retraite. Donc les gens font une carrière longue à la Fondation de France, des mobilités assez fortes. Alors peut-être, ça j'ai trouvé ça assez innovant par rapport à d'autres secteurs que j'ai fait dans ma vie, et ça rejoint ce que nous disions ce matin, on peut bouger d'un métier à l'autre. Et en tout cas, nous mettons aussi des investissements forts pour permettre des trajectoires de mobilité fortes. En particulier, on a un effort de formation qui est de 5 à 6%, voire jusqu'à 7% depuis 2-3 ans, puisque nous avions un projet qui était investir dans le capital humain. Donc nous avons des efforts de formation élevés. On permet par exemple aujourd'hui à des gens qui sont en Bac plus 2 de les faire acquérir des Bac plus 5. Donc on paye des projets diplômants de formation sur 2-3 ans. Je trouve ça assez intéressant pour une PME de notre taille. Donc ça permet d'avoir des trajectoires assez dynamiques pour nos collaborateurs. D'autre part, autre point important, nous recrutons à toutes les classes d'âge.
Et ça, c'est un point sur lequel on est vigilant, parce qu'on croit réellement que la richesse de notre maison, elle est aussi d'avoir toutes les classes d'âge présentes dans la maison, et pas simplement d'être dans les 25-45 ans, et si on est en dessous ou au-dessus, ben ça ne va pas marcher. Chez nous, on peut rentrer à plus de 50 ans, et on peut faire une carrière très longue, jusqu'à largement à 65, voire au-delà pour quelques-uns. Donc nous avons vraiment une démographie très, très étalée dans l'entreprise. C'est une maison à majorité féminine, alors ça c'est pas... Ça c'est... Là, c'est l'histoire qu'a voulu ça. Le lot, vous allez voilà. dire. Ça, c'est vraiment, c'est pas du tout un choix. Évidemment, certains métiers étant plus masculins que d'autres, mais comme dans tout secteur, hein, dans l'IT, majoritairement masculin. Alors, ce qui est important aussi, et c'est pas uniquement lié parce qu'on a une population à majorité féminine, on travaille beaucoup sur les engagements autour des valeurs dans l'entreprise. Croyons vraiment qu'il est important qu'on ait un vrai projet partagé. Donc en termes de RH, par exemple, nous avons mis en place une charte de la parentalité. Il y a encore beaucoup d'entreprises du secteur privé qui ne sont pas du tout là-dedans, pour faciliter l'équilibre de vie entre le personnel et le professionnel. Parce qu'il y a un point qui est fort, et je rejoins ce que d'autres disaient ce matin, c'est que ce sont un secteur où, il ne faut pas se tromper, on travaille beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et souvent, certains ont pu avoir l'image, et je l'ai entendu dans le recrutement, oh là là, moi je viens de telle banque, je viens de telle SS2I, alors j'en ai marre de bosser comme un dingue, je sais que je vais moins bosser. Eh ben, je peux vous assurer que non. Moi, j'étais dans mes équipes, j'ai des gens qui viennent par exemple d'Accenture et qui me disent j'ai beaucoup plus bossé encore à la Fondation de France que dans une société de conseil d'où je viens. Alors je ne dis pas qu'on ne travaille pas chez Accenture, loin de là. Hein. Mais pour vous donner un petit peu l'idée qu'il ne faut pas se tromper, on demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Et c'est pour ça que nous, on a pris conscience à travers le temps qu'il devait être important aussi de faire attention à la dimension, parce que c'est important aussi qu'il n'y ait pas d'inadéquation entre le projet et la mission pour laquelle nous travaillons et la vie interne de l'organisation. Et c'est pour ça que nous avons mis, entre autres, l'accord sur la parentalité. Aujourd'hui, on est sur une démarche sur le bien-être au travail. Donc, on retrouve des problématiques qui sont identiques à celles que vous pouvez vivre dans n'importe quelle autre entreprise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas tant de différence que cela entre le secteur marchand et non marchand. Mais je tiens à dire, je redis, moi, je crois vraiment que le management est beaucoup plus arrondi. On peut se parler, on peut se dire les choses, on peut trouver des solutions dans les trajectoires des personnes. Ah oui, un dernier point peut-être sur la politique salariale, parce que c'est un point et une image. Alors effectivement, il y a une réalité, c'est que la politique salariale est, me semble-t-il, alors pareil, je pense c'est très diversifié d'un acteur à l'autre, mais elle est quand même beaucoup plus restreinte que dans le secteur marchand. Là, c'est pareil, ça dépend ce qu'on compare entre une TPE dans une petite région de France et un grand groupe. On a aussi des différences énormes. Donc, on a aussi ces différences-là. Par contre, ce qui est important, je pense que quand on arrive dans notre secteur, c'est aussi de raisonner en package. C'est-à-dire, on vient chercher, en tout cas, c'est le cas pour la Fondation de France, on vient chercher à la fois un emploi, on vient chercher du sens et de l'intérêt au travail. Et nous, on se dit un troisième élément, c'est l'employabilité. C'est-à-dire qu'il est clair pour nous qu'un collaborateur qui rentre à la Fondation de France, demain, il doit pouvoir sortir en allant soit dans le secteur, soit à l'extérieur du secteur. Et il ne doit pas se dire, mince, je ne pourrai plus jamais retourner dans l'entreprise marchande parce que je suis passé par le secteur philanthropique. C'est important parce que je le vois quand on a des départs, nos collaborateurs, en tout cas, ont le choix aujourd'hui. Et ça, c'est un point d'honneur qu'on se met. On doit sortir avec un portefeuille de compétences supérieur à celui avec lequel on est rentré. Merci beaucoup, Florence Delacour-Le-Petit. Je vais juste citer ce que vous m'aviez dit quand nous avions discuté, que je crois que la proportion de Sciences Po au mètre carré à la Fondation de France est très importante. Oui.
Tout à fait. Et par rapport à au nombre, aux écoles qui sont ce matin, moi je sais que j'ai eu des centraliens dans mes équipes. Pratiquement, pas toutes, mais pratiquement l'ensemble des écoles représentées ce matin sont présentes à la Fondation de France. D'ailleurs, on participe nous-mêmes en tant que, par exemple à l'ESSEC, on participe, on donne des formations là-bas. Donc on est largement présent, ces écoles sont présentes à la Fondation de France. Merci beaucoup. Je me tourne vers Anne-Claire Denevy pour Médecins du Monde. Donc Médecins du Monde, on l'a vu, est un des tout premiers acteurs de la solidarité en France aussi. Quelle politique de recrutement est-ce que vous avez au sein des Médecins du Monde? Quel profil recherchez-vous? Et si vous avez des conseils éventuellement pour la Oui, alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas énormément de postes accessibles au salariat en contrat de droit français, donc pour vous. Par contre, on a un turnover très fort. Donc, on doit gérer entre 250 et 300 recrutements par an. La majorité étant par contre sur des missions courtes, soit en volontariat de la solidarité internationale, soit en contrat à durée déterminée. Et on commence à développer quelque chose. Alors c'est pas facile parce qu'il faut l'acceptation des deux côtés. Donc c'est deux milieux qui ne se connaissent pas et qui se pensent très très différents. Bon, moi j'ai une opinion personnellement différente, mais donc on est très intéressé par les détachements, les prêts d'entreprises. Donc quelqu'un qui va prendre une année sabbatique pourrait très bien partir une année en expatriation avec nous. Alors nos médicaux le font, on a des gens qui se font détacher des hôpitaux maintenant, mais on est tout à fait ouvert à tenter l'aventure avec certains grands groupes ou certaines fondations d'entreprises qui développent aussi des trajectoires de fin de carrière pour certains de leurs cadres et de leurs dirigeants. Alors dans les missions courtes qu'on a, il y a énormément de métiers de projet, que ce soit en France ou que ce soit à l'international, et dans toutes ces dimensions, les postes du siège, ça va plus être des départs qu'on va renouveler en CDI ou des absences, là ça va être des CDD de remplacement. Il a été mentionné, alors toutes nos offres sont sur les plateformes qui ont été citées, enfin si c'est du fundraising sur l'AFF et sur Coordination Sud, mais on diversifie énormément la façon de recruter. On a beaucoup investi dans les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de faire rentrer des profils diversifiés. C'est-à-dire que sur Coordination Sud, on va trouver les profils classiques qu'on trouve dans l'humanitaire. Et on est au bout de 30 ans, 35 ans, on est un peu entre soi et on se renouvelle pas trop. Donc on a beaucoup investi dans d'autres modes de recrutement, d'autres approches. On a un parcours de recrutement qui est extrêmement sélectif, extrêmement exigeant. D'une part parce que le pilotage de tous nos projets est paritaire, bénévoles associatifs et salariés. Donc ça double à peu près le nombre d'entretiens et le processus de sélection, avec des attentes qui peuvent être parfois extrêmement différentes. Alors je trouve ça personnellement très bien parce que ça ralentit un peu le processus de décision, mais ça familiarise tout à fait avec ce qui a été décrit par mes collègues sur les démarches participatives et la façon de co-construire dans une ONG. Et quelqu'un qui ne va pas supporter ou trouver ce processus de recrutement complètement inefficace, il ne va pas se plaire chez nous derrière du tout. Donc c'est une très très bonne préparation. Par contre, celui qui va passer ces étapes-là va être très préparé à ce qui va l'attendre. Alors moi qui ai travaillé dans un grand groupe suédois, Volvo, c'est des choses qu'on peut trouver tout à fait dans le secteur marchand. C'est pas très français, c'est pas très latin. Mais les Nordiques travaillent énormément aussi en co-construction avec des processus qui dans un premier temps paraissent extrêmement longs parce qu'en fait on prépare énormément, c'est l'amont qui est très très long, mais si on a bâti le consensus, derrière c'est solide et on peut avancer très vite dans l'action.
Voilà, donc c'est peut-être une différence qu'on peut faire. Nous avons 1 minute, excusez-moi, Ouais. Anne-Claire. Je crois par rapport au profil que vous Oui. cherchez, vous m'avez parlé de polyvalence, de langue, de mobilité. Oui, alors on investit énormément sur les parcours et la mobilité interne. Donc quand on va rentrer quelqu'un, on va s'intéresser, qui vient de l'extérieur, on va s'intéresser énormément à son potentiel de mobilité en termes de compétences. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on va préférer des profils généralistes à des profils spécifiques formés pour l'humanitaire. On s'intéresse aussi à l'employabilité, à la possibilité de reconversion pour nos acteurs dans d'autres secteurs. Et les langues sont extrêmement importantes, donc on essaie d'avoir des gens qui parlent, alors au minimum français-anglais, mais l'espagnol est très très important pour nous. Alors après, il y a d'autres langues comme l'arabe, bon, ça ne va pas être les mêmes zones du monde, mais sur lesquelles on va attacher beaucoup d'importance. Mais le fait d'avoir une personnalité très adaptable, des envies de mobilité, que ce soit géographique ou fonctionnelle, et un profil généraliste, c'est le meilleur atout pour réussir. Très bien, merci beaucoup. Hervé Garot, je me tourne vers vous, puisque nous sommes au moment des conseils. Donc, quels conseils pouvez-vous apporter à la salle ? Les modestes conseils que je pourrais donner vont rejoindre beaucoup des choses qui ont été dites. Il y a quelques mois, je recevais dans mon bureau, dans le cadre d'un entretien de réseau, une dame de 53 ans, depuis 2 ans au chômage, avec un parcours professionnel essentiellement axé autour du marketing opérationnel, marketing direct, grande conso. Donc une spécialiste des mégabases de données, du fulfillment, tout cela. Une dame qui visiblement avait épuisé, à son sens, tous les moyens de trouver du boulot dans une entreprise et qui s'était dit, finalement, faute de pouvoir trouver un boulot dans l'entreprise, je vais me tourner vers le secteur associatif. Et donc, on me l'avait envoyé. Son projet, en fait, c'était de se faire embaucher dans une association, à peu près quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle faisait appel à la générosité publique, donc faisait ce que mon voisin de gauche a bien décrit tout à l'heure, c'est-à-dire de la vente à distance, marketing direct, et se faire embaucher donc comme spécialiste du marketing direct, en espérant conserver le même salaire que le dernier qu'elle avait touché. J'ai essayé, je vous jure que c'est vrai, hein, je n'invente pas l'histoire juste pour les besoins de ce que je vous dis là. J'ai essayé de la convaincre qu'elle aurait un petit peu de mal et qu'il faudrait qu'elle modifie un petit peu son approche. Et j'ai le regret de vous dire que j'ai malheureusement échoué à la convaincre. Alors, quels enseignements tirer de tout ça ? 1. Avant de s'engager dans une association, une fondation, une organisation sans but lucratif, quelle qu'elle soit, il vaut mieux essayer d'adhérer au projet et d'interroger le socle, vision, mission, valeur, voir ce que les gens ont dans la tête et dans le ventre avant d'espérer de pouvoir les rejoindre. On ne fait pas forcément la même chose à la Fondation de France et à la Fondation Caritas, pas la même façon, à Médecins du Monde et à Médecins sans frontières. Et c'est bien d'aller voir un peu ce que les gens ont dans la tête. Deuxième chose, ne pas arriver en terrain conquis. C'est pas parce que je viens de l'entreprise que je suis un cadre dans mon sujet qu'on m'attend. Non, l'association n'attend personne. Elle attend surtout des gens compétents, des gens qui ont des compétences techniques adaptées et en même temps une compréhension des spécificités du secteur auquel elles appartiennent. Troisièmement, ne pas faire un choix négatif. Le secteur associatif n'est pas le secteur qu'on rejoint finalement en tout dernier parce qu'on a épuisé tous les autres. Il faut vraiment le vouloir. Parce que, d'abord, c'est un secteur formidable qui recherche des gens formidables et qui a des exigences. Ensuite, ce point a été abordé, il ne faut pas venir dans une association ou une fondation ou une ONG pour y faire de l'argent. Parce que les salaires, en effet, en moyenne, on observe une certaine décote par rapport au secteur des entreprises. Là-dessus, je vais m'arrêter une petite seconde. Il y a évidemment beaucoup de différences. Hein. Si on prend les chiffres, j'avais pris quelques chiffres, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais le secteur des associations représente à peu près 10%
de l'emploi privé en France, à peu près. Si on y ajoute les autres composantes de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les fondations, les coopératives et les mutuelles, on est un petit peu au-delà de 10%. Et le salaire moyen dans le secteur privé en 2013, j'arrondis les chiffres hein, pour éviter de vous donner trop de détails, c'est 28 000 €, le salaire moyen, le salaire annuel moyen. Vous voyez, c'est pas grave, 28 000 €, mais c'est tout le monde. Hein. Le salaire moyen dans une association, c'est un peu plus de 20 000 €. Vous voyez, c'est beaucoup moins. Mais dans une fondation, c'est 27. Donc on est presque au salaire moyen. Dans une mutuelle, c'est 31. C'est plus. Dans une coopérative, c'est 31 aussi. Donc c'est plus. Ces observations doivent donc être nuancées de deux façons. La première, c'est que plus que la moyenne, c'est la dispersion qu'il faudrait regarder, c'est l'écart type. Parce qu'en fait, les bas salaires sont les mêmes dans les associations, les entreprises. Hein. Un SMIC dans une entreprise, c'est la même valeur qu'un SMIC dans une association. En revanche, c'est les plus hauts salaires qui vont être différents. Il n'y a pas beaucoup de salaires à 6 chiffres hein, dans l'association. Et quand il y en a, le premier chiffre, c'est un 1. Ce n'est pas un 2. Et donc, mais cela dit, vous avez des différences. Vous avez des différences. Vous avez des associations où le ratio entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus faibles, un exemple nous a été donné tout à l'heure, c'est 4. Ça peut être moins, mais ça peut être aussi beaucoup plus, y compris dans l'humanitaire. Et puis si on élargit un tout petit peu la focale, les associations, ce n'est pas simplement que les ONG de solidarité internationale ou l'humanitaire, c'est même pas seulement que l'intérêt général. Les associations, c'est aussi le MEDEF, la fédération bancaire ou le syndicat de l'industrie pharmaceutique, où là, les salaires qui sont versés sont tout à fait corrects. Mais si vous voulez faire carrière dans le secteur des ONG, en effet, il ne faut pas espérer y avoir des salaires très 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 élevés, mais on peut bien vivre, ça a été bien dit par ailleurs. Un dernier point, et je vais encore abonder sur ce qui a été dit auparavant, dans l'association moins qu'ailleurs, l'âge est un handicap. À 45 ans, dans une entreprise, on est un vieillard. Dans une association, on peut encore être très jeune, et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Hervé Garot. Je me tourne vers vous, Adrien Tomarcio. Nous allons parler de la façon dont les choses se passent chez Acted. On a vu que Acted avait un profil bien particulier, cette association, son fonctionnement, ce qu'elle est. Est-ce que vous pouvez nous parler des profils que vous recherchez chez Acted? Ok. D'abord, qu'est-ce qu'on cherche? En un mot, une traduction: compétences claires, technicité claire, mais aussi un engagement qui soit professionnel et personnel. Pour rebondir un petit peu sur la question de la rémunération, parce que je crois quand même que la question de la rémunération, quel que soit l'engagement des uns et des autres, c'est quand même toujours une question fondamentale. Chez Acted, on est aussi sur un ratio de 1 à 4, mais peut-être la différence par rapport à l'entreprise, c'est qu'on accède, en tout cas chez Acted, beaucoup plus rapidement à des fonctions de direction, que ce soit des directions pays ou des directions au niveau France. Donc il n'y a pas forcément à attendre 20 ans avant de pouvoir prendre la place d'un directeur, etc. Donc on accède quand même à des niveaux de rémunération, en tout cas pour Acted, qui sont pas du tout ceux du secteur privé, mais qui sont décents, et notamment pour les gens qui vont sur le terrain. Voilà. On n'est pas des expatriés pour Saint-Gobain ou etc. Mais il y a quand même une rémunération et un confort de vie, en tout cas dans la rémunération. La question à laquelle je voulais répondre, c'est carrière ou passage. Je voulais donner deux profils, deux parcours de deux de mes collègues. Notre directrice adjointe des opérations, Fanny, qui a 33 ans, qui est sortie des mines de Paris, qui a travaillé quelque temps dans le secteur du luxe en logistique à Singapour, et ensuite qui est devenue responsable logistique en RDC. Elle est devenue ensuite coordinatrice de zone en Haïti, directrice pays d'Acted en Haïti pendant le tremblement de terre, et aujourd'hui elle s'occupe donc, elle est directrice adjointe aux opérations. Donc on voit cette mixité entre, on peut venir du secteur privé, et ensuite on peut faire carrière. Je vais donner un autre profil d'une personne qui est passée chez Acted, qui a commencé en tant que stagiaire finance en Afghanistan, après avoir fait l'ESSEC et un passage par des stages en boîte de finance privée. Il a commencé en tant que stagiaire finance, ensuite il est devenu directeur financier d'Acted au siège pendant 7 ans, et aujourd'hui il est directeur général d'UNICEF France.
Donc clairement, on peut faire une carrière en venant du privé et en venant d'une grande école. Qui sont les RH, qui sont nos employés chez Acted? On a 30 ans en moyenne, répartition équilibrée entre hommes et femmes, mais il n'y a pas de... Tous les métiers peuvent être assumés par les deux sexes. Je veux dire, notre directrice des opérations qui est responsable de l'IT, c'est une femme. D'où est-ce que nos collaborateurs viennent? Alors, on est 40% de Français et ensuite donc 60% d'internationaux. Dans les 40% de Français, on a une très grande majorité de personnes qui sont issues soit d'un master, soit d'une grande école. Donc, on a des ingénieurs, on a des gens qui ont fait une école de commerce et on a des Sciences Po. Des ingénieurs qui ont travaillé sur de la logistique, sur la gestion financière et sur de la coordination de projets. On va avoir des écoles de commerce qui vont travailler sur les fonctions notamment de finance et d'audit. On va avoir des Sciences Po et des IEP qui vont travailler sur des fonctions de développement de projet. Ça, c'est souvent un point d'entrée chez Acted. Et ensuite, ces personnes-là, en fonction de leur expérience qu'ils ont acquis sur le terrain, sont souvent amenées à passer sur des fonctions de coordination de projet, coordination technique. Ils amènent leur expertise, leur formation chez Acted, et puis on les forme à la gestion de projet, aux implications que ça peut avoir sur le terrain. Et puis après, ce sont des gens qui veulent aller au-delà, qui cherchent de la mobilité, qui cherchent aussi à aller de plus en plus près du projet sur le terrain, qui vont assumer des fonctions de coordination de projet. Excusez-moi, une minute, Adrien. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on demande à nos employés? On demande d'être responsables dans la manière dont ils travaillent auprès de leurs collègues, auprès des communautés dans lesquelles on travaille et auprès de nos partenaires. On leur demande et on s'attend d'eux qu'ils aient un impact. On attend d'eux qu'ils soient innovants, qu'ils aient un esprit d'entreprise, qu'ils ne s'arrêtent pas au convenu et qu'ils soient toujours à la recherche du plus d'impact. On attend d'eux qu'ils soient inspirants, qu'ils sachent faire face aux contraintes. Travailler sur le terrain dans des pays en crise, dans la plupart de nos pays en crise, les pays dans lesquels on travaille sont des pays en crise, qui sortent de conflits, qui sont marqués par les catastrophes naturelles. Donc c'est un engagement personnel qu'on demande à nos employés, aux personnes qui nous rejoignent, et c'est quelque chose lequel les gens doivent être très conscients en amont. Chaque mois, on envoie sur le terrain à peu près 30 personnes. Hier, j'étais avec la formation, on envoie une quinzaine de personnes. Voilà, donc on imagine très bien que n'importe qui dans la salle pourra nous rejoindre et participer à notre action sur le terrain au plus près des besoins des populations. Merci beaucoup, Adrien. Je me tourne vers Philippe Jachan pour le mot de la fin. Donc, si vous voulez nous dire, malheureusement, très rapidement, on a 3-4 minutes, parce qu'il faut laisser du temps quand même pour les questions dans la salle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le secteur de façon plus générale? Oui, merci. Peut-être quelques mots, plutôt en panorama général sur le secteur des ONG humanitaires et développement. Je vais être là-dessus, pas le secteur associatif en général, parce qu'on a un peu aussi couvert l'ensemble. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que en France, le secteur est surtout composé de petites et moyennes organisations. Et dans le secteur des ONG, ce qu'on appelle petites et moyennes organisations, enfin les petites, c'est des budgets de moins d'1 million d'euros par an, et il y en a beaucoup qui sont même des très petites organisations, c'est-à-dire qu'ils sont encore en deçà de 500 000, de 300 000, de 100 000 euros par an, et vous avez un certain nombre d'organisations qui se situent dans des budgets annuels entre 1 million et 10 millions d'euros. Par an. Ce qu'on appelle les grosses organisations, alors les organisations qui sont ici présentes notamment, sont de grosses structures, et il n'y en a pas beaucoup en France. Elles se comptent sur les doigts d'une main, peut-être de 2 mains tout au plus dans le secteur de l'humanitaire et du développement, et donc ça c'est une réalité importante à avoir en tête. Deuxième élément, alors cette réalité elle découle aussi d'une histoire un peu particulière à la France en matière de coopération internationale. Nous sommes un pays où c'est une affaire qui a longtemps concerné l'État, c'est l'affaire de l'État, la coopération, donc nous sommes un des pays d'Europe qui connaît le plus faible
niveau d'aide publique au développement transitant par ces ONG. Si on compare à la Belgique, la Belgique a 2 fois plus d'aide transitant par ces ONG, l'Allemagne 7 fois plus, la Grande-Bretagne 17 fois plus. Bon, donc ce qui veut dire que notre secteur, alors c'est pas la seule explication, mais c'en est quand même une très importante. Et donc c'est un secteur, donc comparé au monde anglo-saxon par exemple, qui est un secteur beaucoup plus faible en nombre d'organisations, de grosses structures. Nous avons beaucoup d'organisations de niveau local et territorial. Hein. À l'inverse, c'est un secteur très dynamique, très riche, beaucoup de diversité, beaucoup de structures, de citoyens qui se mobilisent. On a en France une opinion qui est aussi favorable à ça, encore aujourd'hui, malgré tout. Et donc il y a une appétence. Mais il faut bien se rendre compte de ça. Alors, ça a bougé quand même dans notre secteur. Hein. On a obtenu, avec le gouvernement actuel, un doublement de l'aide publique au développement passant par les ONG sur la durée du quinquennat. Donc cette augmentation est en cours. Elle a commencé à être mise en œuvre. Donc c'est une promesse présidentielle qui est en cours d'être mise en œuvre. Mais malgré le doublement, on restera quand même en queue de peloton, par exemple, dans l'Union européenne. Voilà, alors peut-être plus globalement, le contexte de notre secteur, il est également en mouvement. Le monde bouge, c'est une évidence, mais c'est aussi, peut-être de manière provocante, le monopole de la solidarité internationale n'est plus qu'une affaire occidentale. Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y a les émergents, il y a les sociétés civiles du Sud dont j'ai parlé, des structures et de plus en plus de capacités locales de gestion de la solidarité, de gestion des crises, de gestion de l'urgence. Et c'est aussi dû à l'action en partie des ONG qui ont soutenu, qui ont accompagné des acteurs locaux. Ce qui nous amène aussi à, aujourd'hui je pense, collectivement à nous questionner sur notre rôle demain. C'est quoi les nouvelles fonctions, quels sont les nouveaux métiers et quels sont les rôles que nos organisations vont tenir. Le dernier élément également en matière de contexte, c'est l'argent public qui devient plus rare, plus compliqué. Donc il y a aussi des logiques. Le secteur privé, on en a parlé, le secteur marchand, lui-même est intéressé de plus en plus par la solidarité internationale et le développement. Donc vous avez des entreprises également qui ont déjà investi ce secteur, qui sont pourvoyeurs de projets, avec les avantages et les inconvénients, enfin les risques, je dirais, de l'affaire. Donc nous sommes un secteur également en dialogue, et pour moi, nous avons de plus en plus à nous mettre en dialogue avec ces autres acteurs, et notamment le secteur marchand, sur des stratégies peut-être communes, collectives, et qui favoriseront peut-être encore plus les décloisonnements. La France aussi est un pays de cloisonnement entre les secteurs. Le monde des ONG, c'est inconnu. Voilà. Donc c'est vrai que l'arrivée de ressources humaines venant du secteur privé ou secteur marchand dans les ONG est une chose qui se pratique de plus en plus. Dans le sens inverse, c'est peut-être moins le cas encore, je ne sais pas, mais là, il y a aussi des champs de décloisonnement encore à conquérir. J'en terminerai là sur le contexte. Moi, je voudrais juste dire un dernier élément, parce que sur les profils, sur ce qu'on a dit, sur ce que les uns et les autres ont apporté, moi, il me semble qu'il y a peut-être un élément qui n'a pas été souligné pour les personnels qui ont envie de travailler dans ce secteur des ONG. C'est la connaissance du monde, c'est l'envie de connaître le monde et l'intérêt pour le monde. Au-delà des compétences professionnelles, la nécessaire, nous sommes sur des matières humaines, sur des matières délicates, sur de l'interculturel. Nous sommes au contact du monde et d'autres civilisations et d'autres cultures. Et ça, pour moi, c'est fondamental également, au-delà des compétences techniques et professionnelles, d'avoir un esprit ouvert au monde. Merci. Merci beaucoup, Philippe Jachan. Bon, avant de donner la parole à la salle, donc nous avions promis, c'est une très belle transition d'ailleurs, de ce que vous venez de parler de l'aspect
culturel, d'aspect ouverture au monde. Donc je vais donner la parole à Lindsay Nefesh-Clark qui va nous parler du Women's World Wide Web. Au W4, c'est plus simple. Merci. Bonjour et merci tout le monde de m'inviter. Je suis donc britannique. Ce que je souhaite dire aujourd'hui, ça rejoint vraiment ce que vous disiez, donc Philippe. Moi, mon parcours a commencé dans le secteur du développement et de l'humanitaire. J'ai travaillé en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et il y a eu une expérience en 2007, voilà, où je devais gérer une crise humanitaire. Et ça m'a donné envie de réétudier pour faire progresser ma carrière dans le secteur du développement. Et je me suis embarquée dans un Executive MBA. D'ailleurs, j'ai eu le privilège de le faire ici en France. Et à l'ESCP, merci. Et à la suite de cet MBA, avec une équipe d'entrepreneurs sociaux, j'ai créé W4, ça veut dire Women's World Wide Web, qui est dédié à l'émancipation des femmes et des filles à travers le monde, à la fois dans les pays développés et les pays en voie de développement. Une partie de nos activités sont plutôt classiques dans l'humanitaire, donc soutenir des projets locaux, mais plutôt des petits projets locaux gérés par des gens locaux et lever de fonds par ce qu'on appelle le crowdfunding. Peut-être pour faire court, parce que c'est bien d'avoir des questions-réponses, mais le point qui rejoint vraiment ce que vous disiez, c'est que, et j'ai pensé à ça en venant ce matin, il y a eu une étude qui a été publiée en 2014 par Accenture, et c'est à noter que c'était Accenture, qui s'appelle The Convergence Continuum, oui, vous en avez peut-être entendu parler, Towards a Fourth Sector in Global Development. Et les questions de justement ces mutations, l'évolution du paysage du développement mondial et les tendances observées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une convergence de ces différents secteurs, donc le monde des affaires, le gouvernement, les ONG. Et les barrières, les frontières entre ces différents secteurs s'estompent, se redéfinissent. Et ça donne naissance à un nouveau, on peut dire, un nouvel écosystème avec des alliances innovantes, de nouveaux modèles, des chaînes de valeur hybrides, des nouveaux modèles, justement au croisement de ces trois secteurs. Et on voit ça prendre de l'ampleur partout. Aujourd'hui, quand on parle du développement, on va voir que, par exemple, Save the Children va avoir un siège au Conseil de recherche et développement de l'entreprise GlaxoSmithKline. On va voir que Hilton va collaborer avec Solidaridad pour justement renforcer sa chaîne d'approvisionnement. Coca-Cola 5x20. En fait, c'est un alignement d'objectifs et d'opportunités. Donc, à mon avis, mais c'est aussi objectif et je recommande cette étude, cette tendance ne va que s'amplifier. Et à cause de divers facteurs, croissance en importance de la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, qui de toute façon, avec les réglementations, les exigences, nous sommes dans l'ère de la transparence et les médias sociaux. Et donc, ces entreprises qui cherchent à intégrer donc, des objectifs de durabilité, ce qu'on appelle les Sustainable Development Goals, à travers leurs opérations et les chaînes de valeur. Et ils vont justement faire appel aux ONG et aussi parfois des collaborations avec le gouvernement. Et les ONG, donc le secteur du financement des ONG est en train d'évoluer aussi. Et donc il y aura cet alignement. Donc une des tendances de 2014, c'est effectivement de voir ces collaborations avec ces initiatives multipartites. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est par rapport à mon parcours et tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, pour intégrer, je dirais, le monde des ONG, il faut plus que jamais avoir, c'est presque des nouvelles compétences, mais en fait, pouvoir passer facilement du secteur de ce qu'on appelle des ONG un peu plus classiques, et aussi le secteur marchand, de pouvoir maîtriser les deux langages, de pouvoir maîtriser les enjeux des deux secteurs. Et je dirais même que plus les gens qui intègrent le monde des ONG, de toute façon, le secteur des ONG,
maîtrise le monde des affaires, mieux c'est pour tout le monde, parce que ça veut dire que ça permet justement des collaborations, et ça, il le faut. Merci beaucoup, Lindsay Nefesh-Clark. Il nous reste 1 minute pour donner la parole à Charlotte Schneider, donc directrice des urgences chez ACF. 2 points que je pourrais citer, et ensuite on laisse la place aux questions enfin, c'est la diversité des types d'approches. C'est-à-dire que un jour, vous pouvez être en train, en tout cas sur les postes terrain, d'appuyer un gouvernement, un ministère de la Santé qui développe des guidelines sur la sous-nutrition, dans le cadre, par exemple, de l'adaptation du ministère de la Santé sierra-léonais à une nouvelle donne qui est Ebola. Comment est-ce qu'on continue à traiter la sous-nutrition quand on ne peut plus toucher les enfants pour ne pas propager la maladie. Et le jour d'après, vous pouvez être dans un pays où vous répondez à une urgence humanitaire et où là, le gouvernement n'existe tout simplement plus. Donc il faut être en totale substitution. Donc c'est aujourd'hui quand même encore des grands écarts entre, en tout cas sur là, les ONG internationales de réponse aux urgences, entre de la substitution très forte dans des cadres très précis de vulnérabilité extrême de populations qui font face à une catastrophe, et des approches beaucoup plus long terme d'appui à la société civile, à des gouvernements pour la montée en compétence sur les sujets de l'ONG que vous aurez choisi. L'autre point que je souhaite juste mettre sur à contribution, à disposition, c'est qu'aujourd'hui, sur un poste comme celui que j'occupe, qui est donc responsable des urgences pour Action contre la faim, je perçois une nécessité de faire attention à parfois des agendas et des rythmes qui peuvent être très différents entre des besoins terrain et des contraintes des agendas au niveau des bureaux sièges, que ce soit à Paris ou les bureaux régionaux aussi, puisque de plus en plus les ONG ont des bureaux dans des endroits qui sont sûrs, mais qui sont près de terrains complexes, comme par exemple Nairobi pour couvrir le Sud-Soudan. Tout l'intérêt de travailler en ONG, en tout cas un des intérêts, c'est effectivement de réussir à avoir cette patience qui fait qu'on peut passer de rythmes qui sont des rythmes de siège à des rythmes terrain où il faut être extrêmement réactif, très agile, avec beaucoup d'inventivité et d'innovation pour trouver des solutions qui souvent sauvent des vies. Voilà, merci. Alors, je suis Gwenola Dagalier, je suis moi-même passée par un parcours en ONG au sein d'une organisation professionnelle agricole dont la mission était de développer le modèle de développement agricole français dans des pays en développement. Et à ce titre, j'ai vécu 5 ans à Madagascar. Ensuite, je suis passée par le conseil en dynamique collaborative au sein d'un cabinet qui s'appelle Métaplan. Et ma question, elle s'adresse peut-être plutôt à Philippe Jachan, mais peut-être que d'autres aussi peuvent répondre. J'ai été très intéressée par ce que disait votre collègue tout à l'heure à propos de cette redistribution des rôles entre les entreprises, le secteur marchand et les ONG. Et j'aimerais savoir, au niveau de Solidarité Laïque, qui me semble justement une instance qui a une vue un peu d'ensemble de l'ensemble du secteur, comment Solidarité Laïque se situe par rapport à cet enjeu-là, quel rôle elle entend jouer, et du coup, quels besoins elle peut avoir en termes de ressources humaines et de compétences pour jouer ce rôle-là. Ce que nous faisons dans nos programmes de coopération, c'est de mettre ensemble différents acteurs autour d'un enjeu d'intérêt général. Donc, ça va être par exemple la question de l'emploi des jeunes au Maghreb, ça va être la question de l'accès à l'éducation dans le milieu en Afrique de l'Ouest, ça peut être donc un certain nombre de sujets sociaux ou d'intérêt général sur lesquels donc, nous pensons que une réponse d'un seul acteur ne peut pas suffire. Donc, chacun dans son rôle, chacun dans ses compétences. Donc, l'État, pour nous, a la responsabilité de la conduite des politiques. Dans certains pays, c'est plus ou moins vrai, en matière de capacité. Mais la mise en commun de différents acteurs, chacun ayant des intérêts propres, chacun apportant des compétences particulières, partant déjà de cette réalité, nous pensons que ça peut créer une valeur ajoutée pour répondre à une problématique.
Après, ça n'est pas à n'importe quel prix et ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se décrète pas. Donc, les processus dans lesquels nous nous engageons pour y arriver sont des processus longs, forcément. Pour que ça marche, pour que la mayonnaise prenne entre une diversité d'acteurs qui ne se connaissent pas forcément, qui se méfient les uns des autres, qui sont dans des logiques propres, qui ont chacun sa stratégie, il faut du temps pour que les uns et les autres arrivent à se comprendre et pour rentrer dans des logiques de co-construction de stratégie collective ou pluriacteurs. Voilà, donc ce que nous faisons dans nos programmes, c'est d'essayer de nous inscrire dans des temps longs, ça veut dire de 5 à 10 ans de programme, pour que ça fonctionne. Ça répond, donc ça veut dire, alors en termes de ressources humaines pour les équipes qui coordonnent, c'est encore une fois, c'est la capacité à faciliter les logiques d'acteurs, la facilité à réguler des conflits, la facilité à le savoir-faire en matière d'animation, de coordination. Les lectures des jeux d'acteurs, ce que je disais tout à l'heure, sont indispensables. Donc nous jouons un rôle d'acteur neutre, ensemblier, enfin disons objectif, qui doit être au-dessus de la mêlée pour permettre, donc ça c'est les salariés généralement ou les équipes sur le terrain jouent ce rôle-là, de coordinateur, d'animateur, de réseau. Ce qui fait que notre organisation, quand elle est engagée dans ce type de programme, ne gère jamais en direct des projets, ne bénéficie pas de projets en tant que tel, pour pouvoir garder cette externalité nécessaire pour la mise en réseau des différentes parties prenantes. Voilà. La difficulté qu'on rencontre, c'est que des bailleurs publics ne suivent pas forcément des projets sur des durées aussi longues. Aujourd'hui, les bailleurs internationaux, nous sommes sur des contrats de 3 ans, globalement, bon, en France ou en Europe, et rentrer dans des processus plus longs qui sont pour nous nécessaires si on veut construire des vraies alliances dans le temps, ça nécessite également des engagements beaucoup plus longs de la part des financeurs, des pouvoirs publics, des bailleurs qui s'engagent à ce niveau-là. Voilà. Je préside une association IDEAS qui fait de l'accompagnement bénévole sur la gouvernance, l'efficacité, aujourd'hui au profit d'une soixantaine d'associations. Donc je partage très largement les analyses qui ont été faites autour de la table. Je connais d'ailleurs bien certains d'entre vous, notamment Hervé Garot, avec qui évidemment nous partageons beaucoup d'objectifs et de méthodes. Je voudrais un tout petit éclairage et une question. L'éclairage sur le bénévolat. Nous, on fonctionne avec des bénévoles à très bon niveau. Je crois que toutes les écoles ici présentes sont exactement dans les profils qu'on cherche. Mais le petit éclairage, c'est que le bénévolat, il est dans la durée, mais c'est une charge de travail récurrente, mais qui est faible. C'est 1-2 jours par mois. Ça peut venir en complément d'une activité à tous les âges. Donc c'est important, c'est une façon de donner du sens à son activité professionnelle. C'est ce qui est recherché par des personnes qui peuvent être dans des secteurs extrêmement divers. Donc voilà, on pourrait beaucoup détailler, mais le bénévolat, c'est pas forcément du temps plein, c'est pas forcément ponctuel, c'est pas forcément... Enfin, il y a de tout. Mais en tout cas, c'est aussi compatible avec une activité professionnelle. Ma question, elle peut s'adresser un peu à celui d'entre vous qui voudra la prendre. On parlait des financements, les modes de financement évoluent, il y a les nouveaux modes vers lesquels tout le monde regarde, ce qui se passe en ligne, le don en ligne, le crowdfunding. La difficulté, et sur des choses un peu plus de fond, c'est que le financement va de plus en plus sur les projets, et la prise en charge des frais de structure est de plus en plus difficile à prendre en compte. Donc qui a envie de répondre à ça? C'est important parce que c'est compliqué, je pense qu'on partage tous cette question. Merci. Non, je prends la question des frais de structure qui est un petit peu le nerf de la guerre pour la plupart des ONG. Enfin, pour nous, la réponse est facile, parce que nos frais de structure, depuis le début, c'est 5%. 5% de nos frais vont au siège et il y a des frais globaux, 95% vont sur des frais opérationnels, parce qu'on était structuré dès jour 1. Le problème, cette question se pose d'abord aux petites et moyennes ONG, qui sont de plus en plus contraintes sur cette question-là. De fait, par rapport à la contrainte croissante en termes de transparence, de conformité, qui est le fait des bailleurs de fonds privés et des bailleurs de fonds institutionnels, ça demande des investissements en termes de siège, en termes de fonctions d'audit, en termes de fonctions notamment de sécurité, que les petites et moyennes ONG ne sont pas toujours
capables d'assumer. Donc il y a des structures, des plateformes comme Coordination Sud qui essaient d'apporter des réponses, mais aujourd'hui, ces structures-là, aujourd'hui, font face à vraiment à une crise, hein. Il y a des ONG récemment, dans les dernières années, qui sont complètement effondrées parce qu'elles n'ont pas réussi à résoudre cette équation qui est une problématique pour tout le monde. C'est une problématique, ça demande aussi aux ONG, je pense, de revoir aussi leur modèle siège et de peut-être trouver d'autres moyens d'organiser, peut-être en délocalisant davantage sur le terrain ou en ayant d'autres modes de fonctionnement. Mais c'est vraiment une problématique que vous soulevez et qui est très problématique, et je pense, pour des grosses structures qui travaillent beaucoup en France et qui sont très implantées en France. Bonjour, Aurélia Vincent-Blairon, ESSEC 2012 et je travaille pour l'association United Way maintenant. Ma question concerne la mobilité internationale, on en a un peu parlé, donc cette question va plus s'adresser aux représentants d'associations, d'ONG qui travaillent à l'international. Je fais le constat qu'effectivement, quand on veut progresser dans ces types d'associations, il faut une expérience terrain. C'est un peu un passage obligé, c'est tant mieux. Bon, en tout cas, si on veut y aller sur le terrain, comment faire? Parce que, moi je trouve qu'il n'y a pas tant d'offres que ça pour les profils généralistes. Alors oui, les médecins, etc., il y en a. Et deux, quand il y a ce genre d'offres, on nous demande déjà d'avoir 2 ans d'expérience en Syrie, etc. Donc comment faire finalement pour y aller? C'est une très bonne question que je me suis posée en arrivant parce que c'était vraiment l'équation impossible. Donc, chez Médecins du Monde, on a recréé, elle est opérationnelle depuis 1 an, une filière pour les premières expériences. Alors, en fait, pour les médecins, c'est pas plus simple chez nous. D'abord, il y a très peu de postes médecins, donc c'est plus facile pour d'autres métiers de partir à l'international. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est sur des grosses missions pour nous. Alors pour les Françaises, on est une moyenne grosse ONG, mais par rapport aux grosses anglo-saxonnes, on est petit. Donc ce qu'on appelle une grosse mission pour nous, c'est des missions à 1 million d'euros. On crée des postes, par exemple, d'assistant coordinateur général. Donc c'est de numéro 2. En essayant de trouver un manager pédagogue qui a vraiment des qualités de management et qui a, parce que comme mes collègues l'ont décrit, il y a de plus en plus de tâches administratives, de lourdeur, surtout quand le projet est financé par des fonds publics. Donc très souvent, le leader de la mission a besoin d'aide et d'aide de très bon niveau. Donc on a créé ces postes d'assistants coordogés, par exemple, qui permettent d'intégrer des premières missions. Alors on en fait, notre objectif c'est d'en avoir 10%, donc 10% des départs en première mission. C'est pas énorme, mais c'était une façon de réintroduire cette possibilité-là. Oui, peut-être juste là-dessus. Alors là aussi, il y a une diversité de situations et de cas. Toutes les organisations ne demandent pas forcément, toutes les organisations ne travaillent pas forcément avec de l'expatriation. La mienne, Solidarité Laïque, ne fonctionne pas sur ce modèle. Il y en a un certain nombre d'autres qui ne le font pas non plus, le CCFD par exemple, etc. Donc vous avez un certain nombre d'organisations qui font le choix de travailler avec des sociétés civiles locales ou des organisations locales. Nous, lorsque nous embauchons dans les pays, nous favorisons les compétences locales. Donc, ce qui veut dire que ça n'est pas forcément un passage obligé. Pas dans tous les cas. Alors c'est vrai que c'est indispensable, c'est important de connaître les contextes géographiques sur lesquels vous allez être amené à travailler, mais j'ai envie de dire ça va dépendre après des fonctions, des postes, des emplois que vous allez pouvoir occuper dans une organisation. Tous les emplois sièges dans les ONG ne demandent pas forcément une expérience terrain de longue durée. Voilà, ça n'est pas une règle absolue. Ça dépend des cas et des organisations et des politiques RH des organisations. Voilà, donc il ne faut pas en faire un obstacle absolu. Après, le deuxième élément, c'est le volontariat de solidarité internationale. Ça a été, je crois, évoqué. C'est une possibilité
pour se faire une expérience sur le terrain. Et il y a beaucoup d'organisations qui font de l'envoi de volontaires. Je crois que Médecins du Monde en fait partie, de moins en moins. Nous en faisons. Et vous pouvez aller regarder sur... vous avez deux organismes en France qui sont... Enfin, vous avez France Volontaire en France qui organise l'envoi de VSI. Et vous avez le CLONG Volontariat, qui est le collectif en France d'ONG, qui regroupe toutes les ONG agréées pour l'envoi de volontaires et dans lequel vous avez cette base de données, donc qui vous permet d'avoir accès aux informations et aux missions de volontariat qui, pour le coup, sont beaucoup plus facilement accessibles parce que c'est l'objet d'avoir une première expérience. Donc c'est un premier pied à l'étrier. Je crois que l'expérience qui a été donnée à l'instant est un bon témoignage de ça. Voilà. Dernièrement, pour compléter, je crois que le critère de cette expérience préalable est quand même de moins en moins importante. Les messages qu'on a passés ici, c'est qu'on attend des gens qui ont un engagement personnel qui va jusqu'à du militantisme. En tout cas, ce qu'on attend, c'est une motivation personnelle et des compétences. C'est ça que je pense que vous devez faire valoir dans votre parcours et que les ONG font faire évoluer. Pour nous, dans l'ONG Acted, on a... là, on est sur une session de départ de 15 personnes et on a 6 personnes qui sont des primo départ. Soit des gens qui sortent d'études, soit des gens qui ont eu un parcours professionnel avant. Donc, ça existe, sans problème. Juste moi, c'était un petit conseil parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu associatif en France et à l'étranger et je dirige une structure socio-médicale aujourd'hui dans le domaine de la formation et vraiment j'ai côtoyé beaucoup d'étudiants ou de personnes qui arrivées à 40 ans ont envie de changer d'orientation et de travailler dans le secteur associatif et moi mon conseil c'est vraiment faites du bénévolat, faites des stages parce que c'est vraiment le meilleur moyen de se familiariser avec ce milieu, de trouver effectivement l'association avec laquelle on est en accord au niveau de la vision, du mandat et des valeurs, et qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui veulent travailler dans ce domaine que c'est sûr que quand on reçoit des candidatures, on va plus naturellement vers celles où les gens ont déjà fait du bénévolat, ou ont fait des stages dans le milieu associatif. Donc vraiment, c'est mon conseil, c'est faites des stages ou du bénévolat. Merci. Bonjour, Vincent, moi j'ai fait l'EDEC en 2005. Je voulais d'abord vous remercier pour la qualité de ces interventions. Et alors, ma question était la suivante. Dans les ONG, notamment d'urgence internationale, moi j'ai travaillé 2 ans pour MSF. Aujourd'hui, quand je suis rentré et que j'ai demandé à chercher des postes de contrôleur de gestion en siège, on m'a dit c'est pas possible, t'as pas fait assez de terrain. Et avant, depuis j'ai fait du contrôle de gestion, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut, notamment dans ce type d'ONG-là, parce que en l'occurrence c'est mon FIT, mais est-ce qu'on peut trouver des postes de siège en n'ayant pas forcément fait 5 ans ou 10 ans de terrain ? Oui, mais du coup la barre est haute parce qu'il y a peu de postes en siège. Donc effectivement, par rapport, si on fait un ratio entre le salaire et sur le papier ce qu'on demande comme compétences et les CV qui sont reçus, je regarde la DRH de MDM, mais en tout cas au siège, il y a beaucoup aujourd'hui de postes sur lesquels, dans une entreprise classique, la personne serait beaucoup moins diplômée pour le poste qu'elle occupe. Donc il y a une nécessité ensuite de trouver beaucoup de sens pour compenser de temps en temps des tâches qui sont un tout petit peu peut-être sous les compétences, les attentes que le salarié pourrait avoir, pour le dire un peu direct. Merci. Alors, moi j'ai 3 propositions à vous faire. La première, c'est qu'on peut encore se prendre un deuxième petit déjeuner. La deuxième, c'est parce que j'ai inventé un nouveau système qui s'appelle Vigipirate inversé. Et donc j'ai fait fermer les portes de l'Alliance française et aucun des intervenants ne pourra partir sans vous avoir proposé un poste ou au moins un rendez-vous ou au moins un conseil. Mais ma troisième proposition, je suggère de les applaudir très fort et les remercier.